Alors, attends, Ça attends. commence. Ok, merci. Voilà, je passe la parole à Jean-Michel Bénard qui va nous présenter l'outil ADMiner que lui et son équipe ont développé. Bonjour. Alors, ce que je vais vous présenter, effectivement, c'est un outil qui traite des environnements Active Directory, autant pour faire de l'audit que pour faire du contrôle, autant pour faire voilà, des attaques que de la défense. Avant de commencer, pour me présenter, donc, je m'appelle Jean-Michel Bénard, je suis associé au sein du cabinet Grande Thornton, où je m'occupe des activités d'audit et de conseil en cybersécurité. Je suis venu aujourd'hui accompagné de quelques-uns des développeurs, donc Louise, Joseph et Clément. Il y en a encore d'autres. Et pour les slides, alors si certains étaient au stick, vous reconnaîtrez certainement une bonne partie des slides que j'ai recyclés à des fins de facilité. Les slides sont en anglais, mais effectivement, tout ça sera exprimé, enfin, je vais m'exprimer évidemment en français. Peut-être pour commencer, un peu planter le décor, donc on va parler d'Active Directory. L'Active Directory, c'est quelque chose qui est présent dans, on va dire, 100% ou 99% des entreprises, et c'est ce qui porte globalement tout ou presque tout le système d'information, du moins de manière générale, tout ce qui tourne sous Windows. Euh, de par son rôle assez central, c'est quelque chose qui est très critique d'un point de vue de la sécurité, et donc, bah, voilà, ça prend une position, on va dire, relativement critique. Bon, j'ai rajouté quelques petites choses au slide qu'on avait avant. Globalement, l'idée qu'on pourrait se faire, c'est que l'Active Directory, voilà, c'est un truc qui contrôle tout, tout le monde lui fait confiance. Et naïvement, on pourrait s'imaginer que, assez naturellement, ça doit être quelque chose qui est très, très sécurisé, qu'on ne peut pas atteindre. Microsoft a certainement fait tous les efforts possibles et imaginables, ainsi que les administrateurs système réseau, pour que ce truc soit inatteignable, parce que globalement, tout le monde lui fait confiance. On imagine bien que si ça venait à être corrompu, ça serait problématique. Donc l'image qu'on peut avoir un peu naïvement, c'est effectivement que c'est un espèce de donjon inattrapable. Dans la vraie vie, ça ressemble souvent un peu plus à cette image-là, c'est-à-dire quelque chose qui a vécu dans le temps, qui a surtout souvent mal vécu, qui a accumulé tout un tas de mauvaises pratiques. Et puis, après, il y a un côté humain qui se comprend. C'est une mauvaise pratique qui a peut-être été mise en œuvre il y a 8 ans ou il y a 12 ans. Alors, on a un peu de mal à revenir en arrière parce que le but, on va dire, un des buts premiers du système d'information, c'est quand même de rendre service aux utilisateurs, c'est que ça fonctionne. Et en fait, si on essaie de réparer des choses, on a aussi un petit potentiel pour qu'on en casse d'autres au passage. Donc, par prudence, généralement, on laisse les choses comme elles sont et on accumule un petit peu comme du sédiment au fond d'un océan, plein plein de choses au fur et à mesure des années. Ça, c'était pour la partie présentation. Et puis, c'est ce qui fait aussi que les attaquants, en fait, voilà, vont cibler cet environnement parce qu'il est facile à attraper. Une fois qu'on en a pris le contrôle, on a vraiment accès à tout. Donc, ça, c'était un petit peu pour jouer avec les images. Je reviens un peu à l'origine des slides avec tous les bullet points. Donc, l'idée, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ça porte tout le système d'information. Assez paradoxalement, on pourrait se dire, effectivement, ça doit être très, très sécurisé. Or, dans les faits, ça l'est généralement absolument pas. Selon les sources, alors que ce soit l'ANSI, Mandiant ou d'autres, 90 ou 100% des attaques du type ransomware ont tiré parti à un moment donné de l'Active Directory, probablement pas pour rentrer dans le système d'information, mais dès lors qu'on était rentré dans le système d'information d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment le vecteur qu'on va employer pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'on veut par la suite. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, il semble assez logique qu'on ait envie de s'y intéresser, de réduire les risques, de corriger tous les problèmes, et puis de pouvoir mesurer ça dans le temps. Et lorsqu'on veut faire ça, on peut regarder ce qui existe en matière d'outillage. Alors, il y a il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, d'outils commerciaux sur lesquels je ne vais pas m'étaler ici, mais qui ont tous un point commun, c'est qu'ils sont généralement très, 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 très coûteux. Il y a un outil qui a été développé par l'ANSSI qui s'appelle ADS, dont il paraît qu'il est très, très bien, mais qui est en source fermée. Donc, on peut en tirer parti uniquement si on est dans le secteur public et si on est un OIV, sinon on n'y a pas accès. Et puis, il y a une série d'autres outils, alors la liste n'est pas exhaustive, qui sont open source. Pink Castle, qui est généralement assez connu, Purple Knight, qui est du même acabit, BTA, bon, peut-être un peu plus vieilli aujourd'hui, et Bloodhound, qu'on trouve très bien, dont on va beaucoup parler par la suite, parce que ce que je vais rapidement expliquer, c'est que l'outil que je m'apprête à présenter, c'est quelque chose qui vient en complément de Bloodhound, voilà, pour améliorer ce qu'on peut déjà faire avec Bloodhound. Autre point qui est important dans cette présentation, c'est qu'on va parler beaucoup de modèles de graphes, de théorie des graphes, de représentation en graphes. Et pour redonner un petit peu l'historique, il y a 10 ans, en 2014, avait été présenté au STIC un papier par deux personnes de l'ANSSI
qui s'appelait Chemin de contrôle en environnement Active Directory. C'était la toute première fois où on employait la théorie des graphes pour représenter un Active Directory et partant de cela, trouver des chemins de contrôle, c'est-à-dire une capacité de dire tel utilisateur peut faire tel autre, peut accéder peut-être à telle machine, depuis telle machine on pourrait accéder à tel endroit, tel endroit, tel endroit, jusqu'à éventuellement devenir administrateur du domaine, qui est le rôle, qui a le contrôle sur tout l'environnement Active Directory. En plus de Satya, ils ont sorti un outil qui est toujours disponible sur GitHub, qui n'a pas forcément eu un grand succès, mais 2 ans plus tard est sorti un autre outil qui repartait exactement des mêmes principes. Et d'ailleurs, généralement, ils font souvent référence à ce papier de 2 ans plus tôt qui avait été présenté au STIC, outil qui s'appelle Bloodhound, donc qui emploie également la théorie des graphes et qui, pour le coup, lui, a eu beaucoup de succès, parce que souvent les gens qui ont fait des thèses d'intrusion interne le connaissent. Et voilà, bon, je voulais un peu introduire l'Active Directory en premier lieu. Maintenant, il faut un petit peu que je parle de représentation en mode graphe, et je vais essayer de le faire de manière un peu simplifiée. On va imaginer qu'on a un environnement Active Directory dans lequel on a énuméré différentes choses. On sait que Kevin, Bob et Alice sont membres d'un groupe qui s'appelle Developers, que les membres de ce groupe peuvent faire de l'accès à distance, donc du remote desktop sur une machine qui s'appelle FRDev001. On a une personne qui s'appelle James, qui a une connexion active, qui a une session active sur cette machine FRDev001. On a quelqu'un qui s'appelle James, qui est membre de domaine admin, etc., etc. Je ne vais pas tous les dire. Ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut représenter ça sous la forme de graphe. Et si on devait le faire, on commencerait déjà par des nœuds, qui sont un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Kevin, Bob, Alice, James, la machine FRDev01, le groupe développeurs. Et puis, de par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, certains sont membres d'un groupe, d'autres sont admins d'une machine, d'autres sont connectés à une autre machine, etc. En fait, ça permet de créer des relations. Donc là, le modèle est assez simple. On est sur un microscopique système d'information où il y a 5 utilisateurs, un ordinateur, un groupe. Donc c'est très très simple. Même si j'avais que ce petit système d'information, en réalité, j'aurais certainement un truc beaucoup plus fouillis. Donc ça commence à piquer un petit peu les yeux si on essaie de trouver des chemins qui permettent de voir que parce qu'un tel peut faire ça et ensuite peut faire telle autre chose, j'ai peut-être un chemin qui me mène à quelque chose de précieux. Et c'est pourquoi on va généralement vouloir représenter ces nœuds et ces relations dans une base de données orientée graphe. Alors c'est un peu comme une base SQL, mais au lieu d'avoir des tables avec des lignes et des colonnes, en fait on a des nœuds qui peuvent avoir des attributs et ces nœuds sont reliés les uns aux autres avec une ou plusieurs relations. Et la façon de trouver si partant d'un nœud, on est capable d'atteindre un autre nœud, ben, c'est de faire une requête, celle qu'on a ici. Alors celle-ci, elle se traduit littéralement par trouve-moi tous les chemins qui partant depuis n'importe quel nœud, traversant des relations de type member, session, admin, gplink, contains, modify. Et je peux rebondir autant de fois que je veux, d'où le étoile 1, point, point, me mène à un objet qui s'appelle domaine admin. C'est un petit peu comme si je disais, partant du campus cyber, traversant des routes du type chemin de forêt, départemental, national, autoroute, etc. Trouve-moi les chemins qui m'emmènent à Strasbourg. Et si on fait cela sur ce petit modèle que j'avais tout à l'heure, on rappelait avant, ça piquait les yeux parce qu'il y avait des traits dans tous les sens, mais c'était un tout petit truc. Imaginez quand il y a des milliers d'utilisateurs, milliers d'ordinateurs, etc. Tout de suite, c'est beaucoup plus clair. On voit rapidement que partant des points verts, Kevin, Bob et Alice ont un chemin parce qu'ils sont membres du groupe développeur, qui peut faire du RDP sur la machine Dev01, sur laquelle James a une session et James est en domaine admin. Voilà déjà un chemin qui nous mène à domaine admin. Et puis on a la même chose depuis en bas à droite. Donc, ce que je viens de montrer ici, c'est ce qui a été présenté dans l'outil qui a été présenté au STIC il y a 10 ans. C'est ce que fait Bloodhound également. Donc là, on n'a rien inventé. On vous explique juste un petit peu le principe d'employer la théorie des graphes pour trouver des chemins de contrôle en environnement Active Directory. Donc vient ensuite la question de pourquoi faire un nouvel outil quand manifestement Bloodhound fait déjà très très bien le travail. On peut collecter des informations, faire de l'énumération, charger ça dans une base, après faire des requêtes, ça nous sort des chemins, c'est super. Tout simplement parce que bon, nous, dans l'équipe, on était assez passionnés par tout ce qu'on pouvait faire avec les représentations en mode de graphe. On pense qu'il y a un potentiel assez impressionnant. J'aurais dû peut-être citer, il y a une citation de John Lambert qui dit que voilà, les gens qui font de la défense pensent souvent en matière de liste, ceux qui font des attaques pensent en matière de graphe, donc ça sera ainsi, ce seront toujours les attaquants qui gagneront. Bon, en fait, on va un peu contredire ça plus tard dans l'explication, mais c'est quand même une remarque assez intéressante. Et ce qu'on trouvait surtout, en fait, toujours la motivation derrière le fait de faire un nouvel outil, c'est que même si Bloodhound c'est génial, ça utilise bien la théorie des graphes, il y a beaucoup de potentiel, il y a moyen de faire mieux. Ensuite, Bloodhound, ça ne permet de faire que des graphes.
Et là, on vient un petit peu contredire la petite citation, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont mal représentées sous forme de graphe, c'est mieux sous forme de liste. Ça sera mieux, je l'expliquerai dans la démo tout à l'heure. Euh, voilà, il y a plein de choses qui seraient mieux représentées sous forme de liste, que je pointais ici. Et puis que Bladon, c'est très bien, mais dès lors qu'on veut en tirer le plein parti, ben, il faut commencer à mettre les mains dans le cambouis, il faut commencer à bien comprendre ce qu'on appelle des requêtes cipher. Celle que j'ai montrée tout à l'heure était très simple, on peut arriver à des choses beaucoup plus compliquées. Qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va être utilisé par des gens qui font du pentest. C'est-à-dire que j'arrive dans un système d'information, je collecte, ça me calcule des chemins, mais c'est pas tellement, il n'y a pas tellement aujourd'hui à viser de gens qui vont faire du contrôle, qui ont besoin de mesurer dans le temps bah, mes problèmes, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai encore 50 chemins, 25 chemins, quels sont les objets déviants que je peux avoir. Si je poursuis dans la litanie des choses qu'on n'aime pas trop ou qui manquent dans Bloodhound, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas un truc très employable par quelqu'un qui n'est pas extrêmement technique. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de truc précalculé. En fait, on est dans un outil dans lequel on arrive et puis, ben, il existe quelques checks. Bon, le point que j'évoque après, c'est qu'il y a des contrôles ou des vérifications de sécurité qui sont déjà présentes, mais qui sont peu nombreuses, qui sont souvent assez génériques. Donc, on peut trouver plein de faux positifs ou de trucs pas très intéressants dedans, qui nous font des graphes qui sont parfois complexes, voire impossibles à lire, dès lors qu'on a beaucoup d'objets. Et puis, ça, c'est aussi intrinsèque au fonctionnement de Bloodhound. En fait, bah, quand on veut calculer un chemin ou quelque chose d'équivalent, bah, il faut attendre qu'une requête s'exécute. Et selon la complexité du calcul et le volume des données qu'on a, ça peut être très, très, très loin à faire. Ça peut être très frustrant aussi. Donc voilà, un petit peu la liste des choses qui nous plaisaient moins et qui m'amène à la liste des choses que nous souhaitions pour faire quelque chose de mieux. Donc l'idée, c'est pas de refaire un outil où on repart de zéro. On veut se plugger à Bloodhound parce qu'en fait, il y a un job excellent qui est fait en matière de collecte des informations, en matière de rendu dans une base de données. Et on sait que Bloodhound continuera à évoluer. On veut quelque chose qui suit les évolutions de Bloodhound. Et ça a très bien marché parce que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on développe dessus. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans Bloodhound et on a su les suivre sans difficulté. On voulait quelque chose qui nous exécute une grosse liste de contrôles. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est dans Blood Up, on ne sait vraiment pas par où prendre les morceaux, à part les quelques contrôles génériques qui existent, on ne sait pas trop comment en tirer parti. Et puis qu'il les fasse une bonne fois pour toutes. Pour pas avoir ce phénomène où j'exécute un contrôle, ça met 5 secondes ou 50 secondes ou un quart d'heure ou peut-être que ça finira jamais. Nous, ce qu'on souhaite, c'est quand tout soit fait au début, tant pis si on doit attendre quelques minutes ou quelques heures pour avoir réalisé tous les contrôles, mais une fois qu'ils sont faits, voilà, on en est débarrassé. Ce qu'on souhaite aussi, c'est couvrir tout ce que font d'autres outils tels que Pincastle, tels que ADS, parce que rien de plus énervant que d'avoir un outil qui fait un bout du travail, un autre outil qui fait aussi un autre bout du travail, et qu'à la fin, on ait besoin de 3 4 outils pour avoir la photo complète. Alors, pour être très fort, aujourd'hui, on ne fait pas tout ce que fait Pincastle, on ne fait pas encore tout ce que fait ADS non plus, mais on a un relativement bon ou raisonnable niveau de couverture, et on a toujours en tête de venir faire tout ce qu'ils font, sachant qu'on fait aussi des choses que Pincastle et ADS ne font pas. On voulait quelque chose qui soit utile pour les pentesters, ce qui est déjà le cas un petit peu de Bloodhound, mais qui soit encore plus utile pour mieux documenter les travaux d'audit et pour mieux, par exemple, à la suite d'un audit, montrer à un client, bah voilà, en fait, Madame Michu à la compta, elle a accès à tel serveur, depuis tel serveur, elle peut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Parce qu'en fait, nous, l'expérience montre que quand on a affaire à des gens qui sont plus ou moins techniques, et surtout quand c'est moins technique d'ailleurs, de leur faire la démonstration de par où on passe, de leur montrer le volume des choses, alors certes, ça les impressionne un peu, mais ça les intéresse beaucoup, parce qu'enfin, ils peuvent visualiser, parce que c'est quand même plus sympa que de lire des fiches de constat dans un rapport d'audit. Et ce qu'on voulait aussi surtout, c'est que ça serve à des équipes de défense, parce que là, voilà, par construction, là-dedans, c'est pas fait pour ça, et qu'on puisse avoir, donc dans la partie défense, une mesure des risques, et pas dans un axe un peu bébête conformité, mais plus vu de la fenêtre d'un attaquant, quels sont les fruits faciles à attraper, etc. Qu'on ait des indicateurs, parce qu'on aime bien suivre dans le temps comment les choses évoluent, est-ce que ça s'améliore, est-ce que ça s'empire, ou est-ce que quelque chose qui allait enfin bien remonte à nouveau. Et puis, dernier point du cahier des charges, c'est qu'on voulait une application un truc en web, HTML, assez mignon, assez joli, mais qui soit du pur offline pour que la personne qui a besoin de regarder le rapport, on n'ait pas besoin de lui dire bah, il va falloir installer un serveur web, puis une base Neo4j, puis 36 dépendances impossibles à tirer dans je ne sais pas quel langage. Il faut que la personne bah, en fait, n'ait plus qu'à faire clic-clic, peu importe, un PC Windows, Linux, un Mac, mais qu'il n'y ait pas de dépendance d'infrastructure. Donc, une fois qu'on a énoncé le cahier des charges, euh, voilà, donc l'outil s'appelle ADMiner. Voilà, en gros, c'est un peu Bloodhound sur stéroïdes, une version assez améliorée.
Et puis, puisqu'on s'en est rendu compte après avoir fait la... En fait, c'est un outil sur lequel on a travaillé depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Il est open source depuis le mois de septembre et on a appris un peu à notre dépens après l'avoir mis open source qu'on n'avait pas forcément été très malin en choisissant le nom parce qu'il y a il y a un autre outil open source qui s'appelle Adminer, donc même orthographe, mais qui n'a rien à voir. Mais bon, on va garder le nom parce qu'on aime bien. Ce que je voulais évoquer ensuite, ce sont des aspects d'architecture. Donc, vous allez voir que le début de l'histoire, ceux qui auraient déjà utilisé Bloodhound, c'est vraiment comme d'habitude, et nous, on vient se plugger derrière. Donc, le début de l'histoire, généralement, c'est qu'on fait une collecte d'informations. Alors, il y a différents outils qui permettent de le faire. Par défaut, c'est Sharpand, qui est celui qui vient avec Bloodhound, mais il y a aussi d'autres outils, Bloodhound.py, qui est une version en Python. Il y a une version Rust qui s'appelle Rust-Hand, qui a été écrite en Rust. Et il y a une qui s'appelle Azure-Hand, qui est spécifiquement pour la partie Azure qu'on appelle Entra ID maintenant. Donc, on collecte, on énumère des informations sur nos environnements on-prem ou Azure. Jusqu'ici, rien de nouveau. Bloodhound, lui, va venir ingérer ces informations pour les modéliser dans la base Neo4j, c'est dire, ben voilà, telle chose, ça sera un ordinateur, donc ça sera un nœud ordinateur, puisque Pierre est admin dessus, ben, on crée un nœud Pierre, et puis il y aura une relation qui dit qu'il est admin sur cet ordinateur, etc., etc. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, c'est là où on sort à nouveau le client Bloodhound, et puis on peut commencer à faire des graphes et à se lancer dans l'aventure. Et nous, on vient donc se plugger à ce moment-là pour venir se connecter à la base de données et je donne un petit peu dans les grandes lignes ce qui s'y passe. Donc, on vient faire un petit peu de nettoyage dans cette base de données. On vient recréer certains nœuds qui auraient dû l'être en premier lieu. Enfin, on vient faire un petit peu de correction de choses qui ne sont pas forcément bien faites initialement dans Bloodhound. On vient rajouter des labels, etc. Et puis surtout, on va faire un tas de requêtes pour calculer tout un tas de métriques, pour récupérer un maximum de données qu'on va pouvoir analyser derrière en Python avec comme objectif derrière de sortir un beau rapport HTML dont on voit quelques screenshots à la droite de cette slide. Ensuite, il y a un point d'innovation qu'on voulait apporter. Donc, on se retrouve facilement face à des gros jeux de données. On peut avoir une entreprise où il y a 30 000 ou 50 000 ou 100 000 utilisateurs et autant d'ordinateurs et autant, voire plus de groupes et de GPO et de tout ce qu'on veut. Et quand on doit réaliser des requêtes qui calculent des chemins, on peut se retrouver dans effectivement des bases de données où il y a des centaines de milliers de nœuds et des millions ou des dizaines de millions de relations. Donc, ce qui fait qu'on arrive avec des calculs très complexes, en particulier si on dit par exemple partant de tous les utilisateurs, quels seraient tous les chemins qui me mèneraient au groupe admin du domaine. Et ce qu'on a observé, c'est que la base Neo4j, quand on lui fait une requête, ce qu'on appelle une requête Cypher, donc une requête client, il n'y a qu'un CPU côté serveur qui est employé à résoudre cette requête. C'est quand même bien dommage parce que si on a un CPU avec 32 cœurs, c'est quand même dommage qu'il y en ait 31 qui soient occupés à rien faire pendant ce temps-là. Donc on a développé un petit mécanisme qui est assez simple, en fait, qui consiste à dire, en fait, quand on a une requête un peu lourde, on va la découper en sous-requêtes. Imaginons que je pars d'une base de 25 000 utilisateurs, donc je veux savoir quel chemin ils ont pour atteindre une destination. Et bien, je vais plutôt la découper, cette requête, en 1000 paquets. Donc, un paquet qui prend les 25 premiers utilisateurs, un autre les 25 suivants, etc., etc. Je me retrouve finalement avec 1000 micro-requêtes que je vais pouvoir ventiler sur mes 32 cœurs de CPU. Et voilà, et en fait, consommer les jobs les uns après les autres, avec, dans ce cas-là, on va dire 32 en parallèle, jusqu'à ce que j'ai pu consommer mes 1000 sous-ensembles de requêtes. C'est pas très clair comme description, mais pour la faire simple, sur une base de données, là on prend un exemple que l'on a en tête, sur une base de données qui fait 25 000 utilisateurs, l'exécution de la soixantaine de contrôles qui existent aujourd'hui, ça aurait pu nous prendre à peu près 45 heures. En fait, avec ce mécanisme-là, sur une machine avec 32 cœurs, on est passé à 2 heures. Parce qu'il y a quand même un petit coût de calcul qui n'est pas négligeable, puisque nous, on a fait le choix de se dire, on fait tous les calculs au début pour qu'on puisse vous générer un rapport qui n'aura rien de dynamique, il n'y aura pas de dépendance d'infra, mais il y a ce petit coût de calcul au début qui peut être un peu important. Et puis, tant qu'à faire un mécanisme qui puisse utiliser tous les cœurs en faisant plusieurs requêtes en parallèle, ça ne nous coûtait pas beaucoup plus cher. Enfin, je ne sais pas, il faut demander à Clément, parce que c'est lui qui a fait ça. De faire un mécanisme qui permette, dans des cas un peu plus extrêmes, où on a vraiment des dizaines et des dizaines de milliers d'utilisateurs et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 2 heures ou 5 heures ou 12 heures, de clusteriser, c'est-à-dire de dédupliquer la base sur plusieurs serveurs, et comme ça, on n'utilise plus 32 cœurs, mais X fois 32 cœurs, pour que ça aille un peu plus vite. Ça, c'est un point d'innovation. L'autre point d'innovation qui est, je pense, un peu plus intéressant encore, c'est l'histoire des chemins qui mènent d'un point à un autre.
Quand on utilise Bloodhound, donc là, on commence à rentrer dans les choses qu'on a faites et qu'on n'aura pas pu faire dans Bloodhound. Quand on utilise Bloodhound, en fait, la fonction qui est généralement utilisée, c'est shortest path. Ça veut dire, en gros, je prends le chemin qui a le moins de rebond pour aller de mon point de départ jusqu'à mon point d'arrivée. Or, c'est le moins de rebond possible, c'est pas forcément toujours la meilleure métrique, on va le voir. Parce que dans ce cas particulier, on dit voilà, Kevin est membre du groupe de développeurs, qui peut faire du RDP sur la machine FRDev, sur laquelle il y a une session de ADM Alice qui, ça tombe bien, est domaine admin. Il y a une autre fonction qui est utilisée dans Bloodhound qui s'appelle All Shortest Path et qui ne change pas grand-chose à l'histoire parce qu'elle va nous dire tous les chemins qui font la même taille que le chemin le plus court. Donc là, on a deux de plus, mais ils ne sont pas forcément plus intéressants. Et puis si on regarde un petit peu plus en détail, en fait, c'est même un chemin qui est moi, je ne privilégierais pas si j'étais l'attaquant parce que, effectivement, on est membre d'un groupe, ça nous permet de faire du RDP sur une machine sur laquelle il y a une session de quelqu'un qui admine de domaine logué. Sauf qu'on arrive en RDP, mais sans être local admin. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse de l'élévation de privilèges, ce qui en soi n'est pas gagné parce que faut trouver une technique pour le faire, faut peut-être qu'il manque un patch, peut-être qu'on trouve. Enfin voilà, ça, c'est pas gagné d'avance, donc pour nous, c'est pas le scénario le plus risqué. En revanche, si on regarde au-dessus, on voit qu'il y a un scénario qui a plus de rebonds puisqu'on doit rebondir 6 fois et non pas 4, mais qui est lui, bien que plus long, et franchement plus trivial à utiliser parce qu'on est membre d'un groupe, qui est membre d'un groupe, qui est membre d'un groupe. En fait, tout simplement, Kevin, pour la faire courte, est admin de la machine FRPRD 001. Donc là, c'est plus confortable parce qu'on est déjà admin local, sur lequel il y a une session de Bob, qui lui aussi est admin du domaine. Donc là, c'est hyper facile à exploiter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nativement, Bloodhound, on ne va pas nous sortir ça. Il va prendre le plus court ou l'ensemble des plus courts, mais jamais le chemin qui est au-dessus. Et nous, on trouve ça un petit peu dommage, parce que tant du point de vue de l'attaquant que du point de vue de la défense, c'est celui-ci qui pose plus de risques. Il se trouve qu'il y a 5 ans, presque 5 ans, il y a un papier qui a été publié sur Internet par Riccardo Ancarani, qui explique qu'en fait, on pourrait appliquer des poids aux différentes relations pour trouver des chemins les moins coûteux ou les plus intelligents plutôt que les chemins les plus longs. J'ai refait un papier, dont l'URL est à droite, hein, qui rafraîchit un petit peu cette histoire-là, qui est disponible sur LinkedIn. Et globalement, ça marche de la manière suivante. Vous avez vu qu'on a différents liens. Si je suis membre d'un groupe, là, j'ai zéro effort à faire. Si je peux faire du RDP, je vais arriver sur une machine où je ne serai pas local admin. Donc, ce n'est pas le chemin le plus favorable. Donc, je vais lui adresser un nombre de points de 40. Ça sera moins facilement choisi. Si je suis admin, j'ai une edge admin, je vais mettre 10, etc., etc. Pour que tout ça fonctionne, alors c'est un autre sujet, c'est que ça ne fonctionne pas nativement comme ça dans Neo4j, donc il faut tirer une autre dépendance, enfin, un plugin qui s'appelle GDS, pour Graph Data Science, qui nous permet d'employer un autre algorithme sur lequel on va pouvoir appuyer ses poids. Et comme ça peut paraître peut-être compliqué de rajouter un plugin, en fait, on a fait une version qui permet de charger tout l'environnement Bloodhound en ayant la bibliothèque de déjà chargée. Donc ça vous permet de vous faciliter la vie. C'est le lien qui est en bas de la slide. Et le résultat des cours, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose comme ici. Voilà. Si je passe par en haut, j'ai un coût de 0 parce que j'ai une relation de type member, un nouveau 0, 0, 0, etc. Et puis si je fais mon calcul à la fin, on voit que cette fois-ci, avec cet algorithme qui emploie les poids, c'est le chemin tout en haut qui, bien plus long, se retrouve le gagnant parce qu'il a un coût bien inférieur au chemin qui avait le moins de rebond. Donc ça, typiquement, aujourd'hui, dans Bloodhound, on ne peut pas faire ça. Dans des miners, on le fait. Et c'est ce qui est fait par défaut sur la plupart des requêtes. Autre chose qu'on ne peut pas faire nativement dans Bloodhound, c'est en fait, si on regarde tous les chemins qui peuvent être générés, des chemins vers domaine admin, des chemins vers des choses qui peuvent faire du DCSing, des chemins vers tout ce qu'on peut imaginer, on se rend à un moment donné compte qu'il y a des chemins ce qu'on appelle des chemins parfois très, 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 très occupés, ou des points de passage qui sont plus fréquents. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver ce qu'on appelle parfois les choke points, c'est-à-dire les segments qui sont les plus employés et qui veulent donc dire que si on arrive à les découper, on va tuer le plus de chemins possible. Alors, je pense que c'est peut-être petit pour le voir sur les slides, mais ce qu'on explique ici, c'est que le compte ADM Pipa Jordan, le fait qu'il y ait une session sur cette machine qui s'appelle Ella James 4 Proxima, en fait, on le retrouve dans 50% de tous les chemins qu'on a calculés. Donc, si lui, on peut le tuer, en fait, on fait rapidement des quick wins. Donc ça, c'est intéressant parce que c'était une bête analyse il y avait une très scientifique. Je trouvais les chemins les plus utilisés ou les points de passage les plus utilisés. Une autre chose que l'on a absolument pas dans le Bloodhound et qu'on voulait apporter, parce qu'on aime bien les graphes, on aime bien les indicateurs, c'est de pouvoir faire un suivi dans le temps de comment est-ce que je me positionnais il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, parce qu'il n'y a rien qui fait plus plaisir que de voir que mois après mois, les choses s'améliorent. Puis on aime bien mettre ça dans les slides, montrer les indicateurs.
Il y a aussi un nom, je disais tout à l'heure qu'on allait un peu contredire le fait que les graphes, c'est toujours mieux que les listes. Il y a des cas de figure où les listes, c'est beaucoup mieux. Ne serait-ce que si je prends l'exemple qui est même un exemple qui figure pas dans les slides, si je veux savoir quels sont les comptes qui sont Kerberos-stables, moi la première chose qui m'intéresse quand un compte est Kerberos-stable, c'est de savoir si le compte est actif et quel est l'âge du mot de passe, parce que si le mot de passe est vieux, il y a plus de chances que je puisse le recouvrer. Si je le fais en mode de graphe, moi, je retrouve avec des nœuds, enfin je les visite chacun les uns après les autres, c'est pas très intéressant. Si je le fais sous forme de liste, c'est beaucoup plus clair. Là, on représente quelques exemples, mais je les mettrai, je pense que ça sera plus facile à comprendre dans la démo. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir plein d'informations accessibles immédiatement, telles qu'on enfin, voilà, et qu'on n'aura pas pu faire ça directement dans Bloodhound. Bon, là, je crois qu'il est temps que je passe à la démo, donc je vais arrêter le partage de cet écran-là et lancer le partage de mon navigateur. Voilà. Je pense que c'est bon. Si ça affiche chez vous, c'est que ça doit être bon. Alors, comme je le disais, c'est pénible cette fenêtre, je ne vais pas enlever. Tout ça, c'est du statique. Donc là, typiquement, ce que j'utilise, c'est la démo que j'avais préparée pour le stick il y a un peu plus d'un mois. Il n'y a pas de serveur web, il n'y a pas de base de données. Tout ça, c'est du pur statique, un petit peu comme un rapport Ping Castle. Toutefois, on est plus dans un environnement où ça ressemble un peu à une vraie application sur laquelle on peut cliquer un peu partout. Euh, donc là, c'est le résultat qu'on a. Voilà, j'ai une roue qui me donne différents indicateurs qui sont découpés selon différentes sections, tout ce qui touche aux permissions, tout ce qui touche au mot de passe, tout ce qui touche à l'authentification de Kerberos, et puis dans MISC, tout ce qu'on n'a pas pu caser ailleurs. Il y a un certain nombre de contrôles ici que l'on montre, qui sont les contrôles sur la partie on-premise. Il y a aussi les contrôles sur la partie Azure, alors qui sont moins fournis aujourd'hui, on n'en a qu'une douzaine. Et puis, on a un ensemble de choses ici qui sont montrées. Voilà, je retrouve un petit peu. Normalement, je dois retrouver. Si j'ai fait ça dans mon système d'information, je dois retrouver mes petits. Ben, si j'ai 7 domaines et que je m'attendais à en avoir 3, c'est qu'il y a peut-être un problème. Je dois retrouver mon nombre d'admin du domaine, mon nombre de contrôleurs, mon nombre de users, mon nombre de groupes, mon nombre d'ordinateurs, etc., etc. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir rentrer dans ces sections. Si je rentre dans la partie permission, je vais retrouver ces petites cartes qui me donnent des indicateurs sur où j'en suis, voilà, quelques métriques sur les différents sujets. Et je vais tout de suite montrer ce qui normalement fait un peu l'effet waouh, c'est la partie évolution, où en fait on peut voir que, par exemple, sur le sujet des comptes qui peuvent faire du DC Sync alors qu'ils ne sont pas, voilà, ils sont pas domaine admin, bah, ouais, je suis parti à une époque, j'en avais 70, et puis dans le temps, ça s'est amélioré. Et puis je peux avoir des situations qui, voilà, sur celui-ci, ça allait de mieux en mieux, et puis ça s'est mis à remonter dans le temps. Ensuite, sur ces différentes cartes, donc assez logiquement, il y a du rouge, du jaune, du orange, du vert. Bah, quand c'est du rouge, on n'a pas réinventé l'eau chaude, c'est que ça va mal, et généralement, c'est que ça va très mal. Et ce qu'on veut, voilà, ce que je vais recouvrir tous les contrôles, j'en ai une soixantaine. Je vais en prendre quelques-uns qui, moi, me parlent beaucoup. Peut-être que ouais, on va peut-être démarrer par celui-ci. Un que j'aime beaucoup, c'est le cas de figure où on a non pas un utilisateur qui est admin d'une machine, mais un compte machine qui est admin d'une machine. Ça, c'est par expérience, en fait, on l'observe souvent quand il y a eu des installs d'Exchange faites avec des recos que donnait Microsoft il y a fort longtemps, qui imposaient un peu cela. Et puis aussi quand il y a du SSM, et après il y aura d'autres cas de figure. Et dans ce cas-là, ce que je peux voir ici, c'est que cette petite fenêtre, c'est que effectivement j'ai une machine qui s'appelle SRB Jacobin. Donc là, c'est la machine qui est admin d'une autre machine qui s'appelle. Alors là, on va devoir cliquer ici parce qu'on pourrait très bien avoir 50 ordinateurs. Si je clique, je vais retrouver effectivement le PC stick. Donc c'est le. Ah mince. Ah ben ouais, je suis un peu bête, j'ai fermé toute ma fenêtre. Et donc, ça a perdu le partage d'écran, je crois. Attends, on va remettre ça. Et ça revient dans une seconde. Alors, j'étais où? J'étais ici. Je pense que c'est bon, c'est partagé. Je disais donc la machine SRD Jacobin est admin d'une machine. Donc, c'est déjà une information intéressante. Ça veut dire que en faisant une attaque par relais, donc quelque chose que tout le monde peut faire, il n'y a pas besoin de privilégier, je vais pouvoir me retrouver immédiatement admin d'une machine. Donc, ça, c'est déjà très grave. Et ce que je sais anticiper, c'est que non seulement je vais être admin d'une machine, et que depuis cette machine, ça va m'ouvrir des chemins vers domaine admin. Et c'est là où on arrive un petit peu au cas de figure où, au lieu de vous faire des graphes, comme on a dans Bloodhound avec des trucs où il y aura des milliers de nœuds et c'est imbitable, en fait, on découpe les problèmes en plus petits problèmes qu'on peut aller visiter pour avoir des graphes plus simples. Donc, dans ce cas particulier, si je devais illustrer, c'est-à-dire que
j'aurais qu'à faire ce qu'on appelle du coerce en mauvais français, ou de la coercition plutôt, pour dire à cette machine, viens donc te connecter chez moi, chose qu'on peut faire avec coerceur ou petit totem ou autre, pour ensuite relayer ça sur, au choix, la machine PC Stick ou la machine SRV Jacobin, qui, in fine, ça c'est l'effet Google Maps, hein, me permet par rebond de devenir administrateur du domaine Aurora, mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en particulier, c'est qu'on peut devenir administrateur de 4 domaines différents. Donc ça, c'est l'illustration sur un contrôle. Un autre contrôle que j'aime bien employer pour illustrer les choses, c'est le cas de figure où on a des unités organisationnelles qui peuvent être, voilà, sur lesquelles les permissions n'ont pas été setées correctement. Et là, on est dans un cas de figure où l'emploi des listes est beaucoup plus intéressant et permet de faire des choses qu'effectivement on ne peut pas faire dans Bloodhound non plus, au sens où bah, je peux trouver des targets qui sont plus intéressantes, c'est-à-dire des OU. En gros, ce que je vais montrer ici, c'est quels sont les OU sur lesquels il y a des sujets de permission qui sont mal gérés. Après, il peut y avoir des OU que je peux atteindre, mais qui ne contiennent rien d'intéressant. Donc, moi, je vais pouvoir trier sur quelles sont les OU les plus intéressantes. Quand il y a du rouge, c'est que ça contient du tiers zéro, donc typiquement les admins de domaine. Et puis, quand il y a du orange, c'est que ça contient des gens qui sont au moins admins de quelque chose. Et là, il y a du rouge, donc on va foncer dessus. Je me dis, voilà, cette OU-là, elle peut être atteinte par 42, je sais pas, 42 nœuds, donc, que l'on voit ici. Alors, ça, c'est les nœuds, je peux les bouger tant que je veux. J'ai des cas de figure où j'ai des clusters parce que on a plein d'informations qui est un peu redondante, mais si on tient absolument à le voir, on peut l'ouvrir comme ça. En tout cas, ça, c'est toute une population de gens qui peuvent modifier une OU qui contient du tiers zéro, alors que ces gens-là ne sont pas du tiers zéro. Donc déjà, on a quand même un premier sujet. Et puis, si je veux voir l'autre envers du décor, c'est ben, effectivement, j'ai compromis un de ces 42 comptes qui est un chemin. Ben, je vais me retrouver avec 22 ici cibles. On peut même faire celle-là, il y aura encore plus. Bon, on va mettre celle-ci, ce sera très simple. 22 cibles. Et je vois un petit peu ce sur quoi voilà, ce que je peux atteindre ensuite. Donc, typiquement, dans ce cas de figure, pas mal de comptes, dont certains étant en ligne de domaine. Donc ça, c'est encore un autre cas de figure euh, où on fait un mix d'utilisation de listes et de graphes. Encore une fois, je ne vais pas couvrir tous les cas de figure. Il y en a un que j'aime beaucoup. Là, il n'est pas très fourni dans cet exemple particulier. C'est le cas de figure où souvent dans les entreprises, on a un domaine ou plusieurs domaines. Parfois, on en a plusieurs parce que ça correspond à des découpages business ou des découpages géographiques. Et puis un jour, on va faire l'acquisition d'une filiale au fin fond de l'Europe de l'Est. Et pour que ça aille plus vite pour travailler avec ces gens dont on vient d'acquérir l'entreprise, on va d'abord faire un trust entre nos domaines, et puis plus tard, on viendra faire l'intégration des utilisateurs et des ordinateurs. Puis bon, le plus tard, qui devait durer 6 mois, parfois dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, à force de créer des droits dans un sens, dans l'autre, on peut se trouver dans une situation où on se dit, bah, finalement, c'est la petite filiale qui est, je sais pas moi, fin fond de la Croatie, qu'on a acheté il y a 3 ans, se fait compromettre. Il n'y a pas de problème, ça sera leur problème à eux, ça ne reviendra pas chez nous. Et pourtant, on se rend compte souvent que, ben, en fait, il y a tellement de liens ben, qui peuvent exister déjà avec les trusts. Il y a tellement de liens que ben, parfois ça permet de faire des scénarios assez horribles. Et là, dans ce cas particulier, ben, on pourrait imaginer, alors tout ça c'est de la donnée un peu fantasque, mais que si j'ai compromis le domaine Perseus, ben, en fait ça m'offre des chemins pour aller jusqu'au domaine Space Rock. Donc, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est si j'ai compromis un domaine, quels sont les autres domaines que je peux aller voir, d'où le tableau à double entrée que j'avais tout à l'heure. Et là, ben, on se rend compte que, ben, à force de s'être mis des droits entre domaines, vas-y, tu es d'un autre domaine, mais tu peux être admin chez moi et vice-versa, ben, on a créé des chemins complets qui nous permettent de compromettre un domaine depuis un autre domaine. Bon. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Après, c'est juste pour illustrer. Il y a plein d'autres contrôles. Il y en a que j'aime bien montrer, c'est enfin, les comptes dormants. Ce n'est pas un contrôle de dingue, mais c'est le contrôle que les gens comprennent souvent. Ce qui m'intéresse ici, c'est un peu bébête. Hein, c'est quels sont les gens qui ont un compte qui est activé, donc enfin, utilisable, qui n'a pas été utilisé depuis une barrière de 3 mois ou de 6 mois. En fait, la raison pour laquelle je vais le montrer ici, c'est que c'est un contrôle qui parle souvent aux gens, qui comprennent très bien que bah ouais, on gère mal. Quand les gens quittent l'entreprise, on oublie de leur supprimer leur compte. Ça paraît très grave quand on l'énonce comme ça. Pourtant, nous, on ne le met pas en rouge ici. Parce que vu de notre fenêtre, si on était l'attaquant ou quelqu'un qui fait un pentest, euh, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Parce que les comptes qui sont dormants, pas nécessairement des comptes qui sont privilégiés. Si je veux en tirer parti, il faut que je réussisse à trouver les mots de passe de ces comptes, qui n'a rien de trivial. C'est pour ça qu'en fait, nous, on a eu. Quand il n'y a pas un axe conformiste qui dit de manière bête et méchant, ouh là là, un compte dormant, c'est très mal, ça doit être du rouge. Ben, nous, vu notre fenêtre, c'est notre appréciation, peut-être qu'elle est biaisée aussi. Un compte dormant, c'est pas la fin du monde. C'est moins la fin du monde qu'une situation, comme je disais tout à l'heure, où il y a une machine admin d'une autre machine qui a un chemin vers admin du domaine et qui fait qu'en 5 minutes, c'est réglé, je suis admin du domaine.
Donc, nous, on a une appréciation qui est un petit peu différente pour modéliser nos points qui sont rouge, orange, jaune ou vert. Bon, je vais pas m'étaler plus que ça, parce que je pense que au travers de tout ce que je voulais couvrir, je pense qu'on peut ouvrir la place aux questions. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette présentation. Donc, on va couper l'enregistrement.